Ok. Salut Boris. Content de te Bonjour. revoir depuis le temps qu'on s'est croisé à Lomé. Et donc l'idée de cette conversation, c'est vraiment pour pouvoir échanger sur le travail que tu fais, mais aussi ce beau cadeau qu'on a avec la couverture de ce livre, mon premier livre. Donc c'est symbolique aussi pour moi d'avoir ta contribution en tant que jeune Africain qui a réussi à construire une structure à Lomé pour pouvoir démontrer que c'est possible de le faire sur le continent et surtout en tant que francophone. Donc peut-être déjà pour commencer, si tu peux te présenter un tout petit peu, qui tu es, comment est-ce que tu es arrivé à commencer à faire ce travail dans ce secteur. Oui, je suis Boris Padilou, je suis togolais et je suis directeur et cofondateur du studio qui s'appelle Aruka. Aruka au Togo, ça veut dire le sage. Et c'est un studio qui est spécialisé dans la production de films d'animation. On fait aussi des illustrations pour des livres pour enfants et des illustrations pour les ONG. Mais notre travail principal, c'est la création de contenu en animation 2D. Et la plupart du temps, pas la plupart du temps, nous sommes aussi spécialisés dans les contenus africains. Et ça m'amène directement à la question de ce qui m'a amené au cinéma d'animation. Tout à Et fait. puis, on ne fait que du contenu africain, c'est parce qu'on a constaté que sur le terrain, sur le marché du cinéma d'animation, les contenus africains ne sont pas assez représentés. Et l'histoire africaine n'est pas assez racontée. Et c'est ce qui permet même à d'autres personnes de se tromper sur nos identités, sur nos coutumes, nos cultures et de mal parler de nous. Donc, à un moment, il fallait prendre la décision, il fallait prendre la parole, il fallait se représenter et c'est ce qu'on a fait à travers la création du studio. Écoute, c'est excellent. J'ai eu la chance de te côtoyer quand j'habitais à Lomé et de voir une partie du travail que vous faites. Ce qui me mène au fait à la question, c'est comment commence Aruka Studio? Ok. Vous êtes deux jeunes Togolais. Qu'est-ce qui vous met cette puce à l'oreille? Est-ce que c'est le fait que vous aimiez déjà les questions d'animation? Ou alors vous vous êtes dit, au-delà des histoires que l'on peut raconter en faisant des bandes dessinées ou de la tradition orale qui est très connue sur le continent africain, nous pouvons faire quelque chose d'autre. C'est quoi l'histoire d'Aruka Studio? Ça va me prendre quelques minutes, mais je vais vous raconter ça On a le brièvement. temps, cher ami. Et j'ai commencé à dessiner quand j'étais très jeune et sans aucune formation. Donc, il a fallu, comment on l'appelle, que j'arrive en classe de première avec le décès de mon père. Et là, j'étais confronté à, je dirais, vraiment à la précarité. Et donc, je devais passer, j'ai fait mon bac, je suis passé à l'université. J'ai fait 2 ans en sciences du langage et de la communication. Après aussi, j'ai fait 2 années en sociologie, mais ça n'allait pas parce que le soutien n'était toujours pas là. Donc, j'avais décidé d'aller au Burkina pour pratiquer l'art, ce que je savais faire. Mais quand j'y suis allé, ça, je parle de 2008. D'accord? Non, c'était déjà 2006 quand j'y étais allé pour la première fois. Et je cherchais des travaux dans les agences de communication pour faire des illustrations dans les presses et tout ça là. Mais je ne trouvais rien. Et pendant une année, j'ai dû faire un travail de domestique chez un monsieur, et un monsieur qui travaillait à l'UMOA. Il était expert comptable à l'UMOA et qui, par chance, a été élève de mon père. Donc, Ah, quand il m'a vu, il a recouru et comme il était arrivé seul au Burkina, il m'a demandé de venir rester chez lui et de travailler chez lui à la maison. Donc, c'est ce que j'ai fait. Et en temps, après les 1 an en tant que domestique, je suis rentré à Lomé. Mais à la faveur d'un concours qu'un blanc a organisé, Monsieur Enzo Dallo, un Italien, il voulait faire un dessin animé africain et réalisé par des techniciens africains. Il devait être le réalisateur, mais il fallait que ce soit
des Africains qui fassent les animations et tout et tout. Et c'est comme ça que ceux qui m'ont connu au Burkina m'ont rappelé et j'y suis retourné à l'Institut Imagine de Gaston Caboret. Et c'est là où j'ai assisté. Bon, il y a eu un concours où j'ai été sélectionné. On a été 46 jeunes Africains qui avaient été sélectionnés en 2007 et la formation a commencé en 2008. Et la formation devait durer 3 ans, mais je ne sais pas si les gens s'en souviennent, mais il y a eu une récession économique en 2008. Donc, Mhm. c'est après ça, au lieu de 3 ans, on a fait 3 mois et ils nous ont laissé rentrer dans nos pays respectifs. Donc, quand je suis revenu à Lomé, euh, l'apprentissage que j'ai eu en animation n'était pas vraiment abouti et j'ai recommencé à faire des bandes dessinées, des illustrations pour des agences de communication ici, surtout avec Hermès Communication à Lomé. J'ai beaucoup travaillé et de 2008 à 2017 quand même, je parle de 2017 parce que c'est en 2017 qu'on a créé le studio. Pendant 9 années, j'ai travaillé en tant qu'illustrateur. Après, j'ai travaillé avec d'autres amis et on a ouvert, je dirais successivement, 3 studios puisque les noms ont changé. On a eu 9e génie, 9e génie, génie du 9e A, c'était le premier nom. Après, je pense, on a eu, quoi encore? Il y a eu beaucoup de choses. J'ai oublié les différents noms qu'on a eu, mais à cette étape, on n'était pas formalisé. On était vraiment dans l'informel, mais on réussissait quand même à trouver des contrats. Et c'est un blanc qui était photographe à la présidence à Lomé à l'époque. Il nous a trouvé notre premier contrat. C'était un contrat de 3 millions sur un spot publicitaire. C'était la première fois qu'on touchait le million. Et on a exécuté la tâche. Après ça, il nous a trouvé encore un autre contrat de 3 millions. On était aux anges. Et ça, c'est la partie expérience de la chose parce que avec nos 6 millions, au lieu d'investir dans les appareils et d'avancer, on s'est partagé les sous. Et au bout de 3 semaines, tout le monde a dépensé son argent et plus rien. On n'a plus de commande, aucune commande. Pendant 17 mois, il n'y a même pas une commande de 500 francs, rien du tout. Quelle Et leçon les de autres se sont vie. barrés, ils sont partis. Quelle leçon de vie, Boris. Quelle leçon de vie. Et pendant 17 mois, les autres sont partis, j'étais resté seul. Et bizarrement, c'était une période où je revoyais les gens avec qui j'avais fait l'université, le lycée. Ils étaient devenus des cadres, ils avaient de la famille. Il y en avait même un qui était venu habiter près de chez moi avec sa famille, sa maison, sa voiture. Et moi, pendant ce temps, je cherchais de quoi manger. Donc, un jour, je me suis levé et je suis parti voir un monsieur qui m'avait déjà fait une commande. Il était directeur dans une institution financière de la place. Je ne peux pas appeler son nom actuellement parce que je n'ai pas son autorisation. Il n'y a pas de Et problème. je lui ai dit de me trouver un travail de technicien de surface. Que il me faut un peu de dignité. Je ne peux pas avoir cet âge et me promener dans les maisons des gens pour chercher à manger. Et le monsieur m'a dit qu'avec le talent que j'avais, il ne peut pas m'autoriser à être un technicien de surface dans son agence. Il en avait le pouvoir, mais qu'il ne peut pas. Et il m'a demandé ce que je voulais. Et je lui ai dit que je voulais créer un studio d'animation, un studio performant, un studio qui soit vraiment représentatif de l'Afrique, quelque chose qui va commencer doucement, mais qui aura des racines fortement implantées pour qu'on puisse aller loin. Et donc, il m'a dit de revenir avec un projet. Je suis revenu avec le projet, on a discuté et on a commencé. Il nous a trouvé euh, 3 ordinateurs et une place dans un de ces immeubles. C'est comme ça qu'on a commencé Aruka Studio. Et c'est comme ça qu'Aruka Studio est né en 2017. C'est Et bon, fascinant. ça, c'est l'histoire qui nous a amené à Aruka Studio. C'est fascinant parce que ce que je retiens de ton histoire, il y a évidemment la transmission du père qui a enseigné et qui a permis de transmettre le savoir pour que cette personne, à lui et moi, puisse avancer dans sa carrière. Cette personne te Oui, trouve oui. une opportunité pour pouvoir... Et donc, c'est en fait un retour d'ascenseur vers ce que ton père a fait. Et je pense que je me retrouve dans ça.
parce que mon premier emploi, mon premier stage m'a été offert par une personne qui avait connu mon père quand il était vivant et qui m'a ouvert cette porte. Tu vois, et pour moi aujourd'hui, qui a des enfants, la question de la transmission est extrêmement importante. C'est de pouvoir faire des Oui, choses dont on n'attend pas un retour immédiat, ou même on n'attend pas de retour, parce que tu vois, ton père qui a enseigné, mon père aussi avait enseigné à la faculté de médecine de Côte d'Ivoire. Et donc je rencontre beaucoup de ces étudiants à travers ma vie et qui se souviennent de ce qu'il a fait pour lui. Et c'est une bénédiction pour moi, tu vois, c'est une bénédiction de pouvoir se retrouver. La deuxième chose qui me revient dans ton histoire, c'est que tu as pris la décision de faire quelque chose, sans nécessairement avoir les outils, mais tu as eu l'humilité d'aller vers des personnes pour pouvoir demander. Et souvent, on a ce côté ou cette gêne de ne pas vouloir demander parce qu'on se dit que non, pourquoi on va se rabaisser, tout ça. Comme tu dis, ton voisin, c'est quelqu'un que tu as connu qui était à l'école avec toi. Mais le sens de la réussite, au fait, c'est pas une course. Tu vois, et que chacun a oui. son chemin vers sa réussite. Et donc, tu as réussi à pouvoir faire ça. Et la troisième chose, c'est le fait que, tu vois, aujourd'hui, quand tu parles de cette histoire, tu es reconnaissant envers ce monsieur qui a vu le potentiel en toi. Et Vraiment. moi, en 2004, quand j'ai commencé à travailler, il y a un monsieur aussi qui a vu le potentiel en moi, qui m'a dit, il faut que tu ailles étudier aux États-Unis. Je n'aurais jamais pensé à ça. OK. Tu vois, comme ce monsieur qui te dit, oui, tu peux être technicien de surface. Je peux te donner cette possibilité parce que j'ai le pouvoir, mais je pense que tu as plus de potentiel que ça et je vais t'aider dans ce sens. C'est important. Et je pense que ça, c'est des éléments que souvent on oublie, mais dans la vie, moi, je les appelle les bons samaritains. Tu vois, ces personnes qui viennent vers nous, qu'on ne connaît pas nécessairement ou qu'on connaît, mais qui s'assurent qu'on ait une possibilité. En tout cas, félicitations. Donc, du coup, Merci. euh, Oui. tu as créé Aruka Studio, cofondé Aruka Studio. D'où est-ce que tu tires ton inspiration? Parce que, pour la petite histoire, et on va revenir là-dessus, sur cette question, pour la couverture du livre que toi et ton équipe avez fait, tout ce que je t'ai envoyé, c'est une description. Et tu vois, sur la base de la description, vous avez produit un chef-d'œuvre. Tu vois, j'ai un ami qui m'écrit en disant, on ne juge pas un livre par sa couverture, mais la couverture de ton bouquin, elle est excellente. Tu vois? Donc, rien que ça. Alors, dis-moi, d'où te vient ton inspiration? Bon, au quotidien, quand même, je m'imprègne de tout ce qui est l'Afrique. Je peux dire personnellement que je suis une personne qui est orientée plus vers le passé parce que je ne trouve pas beaucoup de réponses dans le présent et je sais que ce serait encore plus stupide de dire qu'on cherche des réponses dans le futur. Donc, pour toutes les questions que je me pose en tant que créatif, la vraie question est qu'est-ce qui a déjà été fait? Et dans la quête de cette réponse, je me réfère souvent aux anciens, aux ruraux, des gens qui m'ont précédé, de ce qu'ils savent. Et je suis beaucoup de documentaires, je lis beaucoup de choses sur l'Afrique pour me documenter le plus possible. Par exemple, j'avais eu un problème quand j'avais 16 ans, c'est que je voulais faire une bande dessinée sur l'Afrique précoloniale. Sauf que j'avais eu un problème à cette époque, c'est que à l'école, tout ce que j'avais appris, c'est que les Africains ne s'habillaient pas avant l'arrivée des Blancs et qu'on mettait des feuilles pour cacher nos sexes et tout ça là. Donc, pendant près de 2 ans, j'étais bloqué parce que moi, je voulais écrire une histoire splendide, une histoire avec beaucoup de faste autour de l'Afrique, mais ne dessiner que les gens qui ne vivaient pas dans des maisons, qui n'avaient pas d'architecture, qui n'avaient pas de quoi s'habiller, était quelque chose qui m'a figé pendant 2 ans. Et ce dont je vous parle aujourd'hui, c'était presque un traumatisme pour moi parce que j'étais un créatif dont le génie est resté coincé par ce qui a été raconté. Et il a fallu que je lise un livre du professeur Ibrahima Babakake pour découvrir que dans l'ancien empire du Ghana, il y avait des brodeurs, il y avait des écoles, il y avait beaucoup de choses. Et à partir de cette lecture, ça m'a débloqué. Et
c'est même le moment qui m'a permis de m'investir dans les créations africaines parce que à partir de cette lecture, je savais qu'en tant que créatif, j'avais toutes les possibilités. Je peux partir du réel, exagérer le réel, aller dans le fantastique, mais j'avais une base scientifique solide qui corroborait tout ce que j'avais à dessiner. Et donc, je dirais, c'est mon entourage, mon écosystème, ma famille, même la terre, le sol de l'Afrique a de l'énergie qui m'inspire. Des choses banales que je regarde me donnent de l'inspiration. Donc, je pense que, et je reste toujours ferme là-dessus, l'Afrique a une énergie, un écosystème qui me permet de travailler, d'imaginer et d'avancer. La seule chose que l'Afrique manque de me donner, c'est les moyens d'élargir ma productivité. Sinon, en matière de, je dirais, j'appellerais ça le gisement. Le gisement, l'inspiration, les outils créatifs sont dans mon écosystème. Ce que tu dis est un peu ce que disent beaucoup de jeunes Africains. C'est aussi ce que disent beaucoup d'agriculteurs. Aidez-nous à améliorer notre productivité. Et la question de la productivité, j'adore le fait que tu touches à la question de la productivité parce que c'est la clé. Tu vois, c'est pas nécessairement les ressources en tant que telles, parce que les ressources, tu peux en avoir, mais qu'est-ce qui te permet d'améliorer ta productivité pour être à ta meilleure Oui, performance? Voilà. Écoute, moi, je pense qu'on doit revenir là-dessus parce que le travail que vous avez fait en tant que jeunes Togolais, jeunes Africains, pour créer un studio d'animation dans une ville où peut-être on ne s'attendait pas à un studio d'animation, c'est remarquable. Et je pense que la première fois que je t'ai rencontré, que j'ai écouté ton histoire, ça m'est resté dans la tête. Tu vois. Ça m'est resté dans la tête et l'idée, et là, ce que tu es en train de dire aujourd'hui, c'est que je suis prêt pour pouvoir produire plus pour le continent africain, pour pouvoir montrer aux Africains et à la terre entière ce dont on regorge et ce que nous pouvons le faire, et puiser au fait dans l'intelligence africaine. Souvent, je m'amuse à dire que l'IA, au fait, c'est l'intelligence africaine, c'est pas l'intelligence artificielle. Voilà. Et que cette intelligence africaine que nous avons, elle est formidable parce que c'est de génération en génération. Elle est passée, elle était transmise de voix orale et aujourd'hui, j'ai en train de dire que oui, on l'a fait par l'écrit, mais on peut le faire par l'animation. Tu vois. Et donc, oui, je lisais il y a quelques jours cet article où Mr. Beast a signé un contrat avec la Fondation Rockefeller. Et tu connais Monsieur Beast? ok. C'est le YouTuber Oui, Mr. oui. Beast qui a signé avec la Fondation Rockefeller. Je l'imagine bien qu'on peut pouvoir avoir la même chose sur le continent africain, où Aruka Studio va signer avec une fondation pour pouvoir faire passer et véhiculer le message africain. On reviendra là-dessus. Euh, disons, dans ton pays d'origine, le Togo, quand tu te balades dans les rues de Lomé ou de Balimé ou de quelle autre ville, Couvé, et ainsi de suite, qu'est-ce qui t'inspire pour ton travail de créateur? Est-ce que ce sont les femmes qui sont dans le marché? Ce sont les motos-taxis, les émigrants? C'est quoi qui t'inspire au quotidien? Parce que tu dis que beaucoup de choses t'inspirent. Ou alors peut-être qu'on va être plus spécifique. Sur le dernier travail que tu as fait, qu'est-ce qui t'a inspiré le plus? Bon, quand vous parlez du dernier travail, c'est mon dernier court-métrage ou du livre. Court-métrage. Ok. En fait, mon dernier court-métrage m'a été inspiré par mon enfant. Bon, c'est la première fois que j'ai un enfant. Et c'était d'abord inattendu. Et quand on m'a annoncé sa venue, la grossesse, j'avais 42 ans. Et c'était pour moi une chose que j'avais du mal à appréhender. Ce n'est pas une question de sentiment, hein, parce que pour moi, c'était trop beau et je n'arrivais pas à l'imaginer. Mon dernier court-métrage s'appelle La voix du bébé. Et je me suis mis à penser à beaucoup de choses, aux éventualités. J'avais commencé à avoir peur. J'avais toutes sortes de sensations, des incertitudes.
parce que je fais un métier dont la rémunération n'est pas régulière. Ça vient au gré de la clientèle. Euh, je suis dans un écosystème où rien ne garantit, où il faut se battre tous les jours. Et socialement, c'est le combat. Donc, je me suis dit, à un moment, si j'étais à la place de ce bébé, qu'est-ce que je ferais? Donc, mon court-métrage, le dernier, pour lequel j'ai du mal même à trouver un distributeur, ça parle d'un bébé qui négocie sa venue au monde avec ses parents, surtout avec sa mère, parce que l'heure de la venue est arrivée et le bébé a commencé à poser des questions existentielles à sa maman pour savoir s'il doit arriver ou pas. Donc, c'est à peu près ça, ce dont ça parle. Maintenant, quand je reviens à la base de la question, ce qui m'inspire au quotidien, euh, je dirais que je suis une personne touchée souvent par, je dirais, la misère, mais en même temps la beauté. L'Afrique, c'est ça. L'Afrique, c'est à la fois la beauté et la misère qui se côtoient. Je dirais même parfois qu'ils sont en symbiose. Et, et pour le moment, l'effort fait pour avoir une société équilibrée n'est pas encore là, mais il y a un équilibre, c'est un peu bizarre de dire ça, mais il y a une sorte d'équilibre, de symbiose entre euh, la précarité et l'esthétique. Et quand je parle d'esthétique, ce n'est pas seulement euh, la richesse, les grands immeubles et tout ça là, non. Mais il y a une esthétique dans la pensée africaine, dans la façon dont l'Africain conçoit le monde. Ce n'est pas la même chose que pour les autres. Par exemple, il y a des peuples pour lesquels nous, on parle de précarité, mais ces gens, ils ne sont pas dans la précarité. Ils sont dans leur univers, ils sont dans leur conception du monde. Ils n'ont pas besoin d'immeubles, ils n'ont pas besoin de limousines, ils n'ont pas besoin de chauffe-eau, ils n'ont pas besoin de télévision. Donc, il y a, c'est ça, cette Afrique-là dont je veux parler. Et ensuite, maintenant, je retombe sur les problèmes au quotidien, qui est la condition de la femme, la condition de la jeune fille, euh, aujourd'hui, la position de l'homme par rapport à la société, avec les femmes qui s'éveillent, qui réclament de plus en plus de droits, comment est-ce que l'homme, lui, doit se comporter, et même les dimensions spirituelles. Je questionne beaucoup de personnes sur les dimensions spirituelles pour comprendre certaines choses. Aujourd'hui, par exemple, la dernière fois, j'ai perdu ma mère, c'était en octobre que j'ai perdu ma mère. Et D'accord. il y a un adulte qui me racontait que une fois qu'une personne, oui, oui, que une fois qu'une personne est décidée, que la personne arrive de l'autre côté, on lui offre une calebasse d'eau. Et tant que la personne n'a pas bu la calebasse, elle n'est pas acceptée de l'autre côté. Donc, il y a de ces choses-là qui, dans mon quotidien, comme je l'ai dit, m'inspirent. Ça me fait travailler. Écoute, c'est déjà mes condoléances pour ta maman. Euh, ce n'est jamais facile, quel que soit l'âge. Mais c'est un passage, Oui, oui. je dirais, qui nous fortifie, qui nous renforce. Et j'en parle un peu dans mon recueil de poèmes, justement. Ma dernière question pour toi, et puis j'aurai la possibilité de poser des questions, c'est, alors, je t'envoie un texte par WhatsApp en disant, Boris, écoute, je suis en train de finir OK. mon premier recueil, mon premier recueil de poèmes. Est-ce que tu peux m'aider pour la couverture de ce livre? Et comme à ton habitude, ta générosité, tu me réponds par l'affirmative. La semaine qui suit, j'ai une couverture. Quel était le processus de création pour pour la couverture de ce livre qui, comme je dis, il est beau. Et jamais j'aurais pu avoir cette couverture sans ton travail. Bon, il faut dire dans un premier temps que tout auteur qui envoie des consignes précises et précises sur son œuvre a déjà fait une grosse partie du travail du créatif. Parce que si c'est le créatif qui doit tout imaginer dès le départ, ça pose beaucoup plus de problèmes. Donc, vous m'avez envoyé une description assez détaillée qui me permettait quand même de savoir où vous voulez aller et ce que vous cherchez. Donc, j'ai fait appel à mon graphiste en chef et je lui ai montré ce que vous avez envoyé, puisque c'est lui le cofondateur aussi, il vous connaît bien. Et je lui ai montré ce que vous avez envoyé.
Et sans vous mentir, on a fait un premier essai qu'il a fait avec l'intelligence artificielle, mais ça ne ressemblait à rien parce que les couleurs n'étaient pas bien mises et puis j'ai l'impression que l'intelligence artificielle n'a pas compris ce que vous avez demandé. Donc, on a repris le travail, lui et moi, et il a sorti un premier jet à l'infographie qui donnait un visage de, de guépard, mais je lui ai fait comprendre que vous avez parlé de liberté, beaucoup parlé de liberté dans votre livre, et qu'aujourd'hui, à ma façon de voir les choses, quand on me parle de liberté en Afrique, je vois un peu les parcs animaliers, le Serengeti, les chutes du Niagara, des choses comme ça. Donc, déjà, il faut qu'il y ait la présence de l'eau sur cette couverture. Et si possible, avoir des oiseaux qui sont fixés à l'horizon de l'eau, tout en ayant les taches du guépard en filigrane. Donc, on a fait ce premier exercice, mais c'était un peu chargé. Et on a déchargé, on a enlevé les oiseaux. Et pour garder l'eau, on a mis le blanc autour du nez. Et c'est là où vous avez remarqué qu'il y avait du blanc quelque part et vous avez demandé à ce qu'on mette plus de blanc. Et c'est en mettant le blanc que vous avez demandé, au final, on est arrivé au résultat que vous avez. Honnêtement, je suis fier de ce travail parce que euh, quand j'ai vu le premier jet, j'imaginais déjà la couverture. Je la voyais, tu vois. Et ça, pour moi qui est passé ces derniers mois dans cet espace créatif, c'était unique en son sens, tu vois. De pouvoir avoir trois Africains ou des Africains qui sont en train de collaborer sur un projet qui est, euh, qui est abstrait, tu vois, parce qu'à la base, c'est ça, c'est-à-dire comment est-ce qu'on représente ce guépard qui est un animal fantastique, qui a cette capacité d'accélérer, mais la capacité d'accélération est basée sur sa capacité de changer sa respiration, tu vois. Et beaucoup de OK. choses autour de l'idée tournent autour de cette respiration. Donc, il y a le visage qui ressort évidemment sur la couverture du livre, mais aussi ces lignes qui laissent Oui, oui. imaginer, tu vois, et chacun, quand on regarde la couverture, peut s'imaginer ce que c'est. Donc, en tout cas, merci infiniment. Le livre est disponible sur différentes plateformes, mais le monde entier va connaître ton travail, tu vois, qui est différent de ce que tu fais, mais pour moi, c'était une façon de m'assurer que un artiste que j'apprécie énormément, que j'ai rencontré quand je travaillais à Lomé, continue de faire plus. Et félicitations pour ton bébé, parce que avoir un enfant, c'est une responsabilité pour soi, mais pour la société. Et Dieu pourvoit. Voilà. Dieu pourvoit. Donc, je pense que Ouais. c'est une bénédiction. Et l'enfant sera béni, ainsi que la maman et la famille. Alors, est-ce que tu as des questions pour moi? Oui, oui. Ma première question était par rapport au titre du livre. C'était par rapport à ça. Euh, et vous êtes un aîné que j'ai rencontré et aujourd'hui, vous écrivez euh, un livre qui s'appelle I Can Fly, I Can Breathe. Et je parle de Fly parce que je voulais retomber sur Floyd, comment on l'appelle? George Floyd. Pourquoi j'oublie son nom? George, oui, le gars qui a été assassiné aux États-Unis là. Vous avez I Can Breathe et lui, Ouais, il disait I Can Breathe. c'est ça. Et aujourd'hui, je me demande, bon, qu'est-ce qui vous a amené là? Qu'est-ce qui vous a amené là? Puisque, en tant qu'aîné, déjà, moi, je ne vous voyais pas dans le domaine de la littérature, puisque je vous ai connu dans le domaine des finances. Donc, bon, aujourd'hui, qu'est-ce qui vous fait respirer? C'est l'expérience? Alors, euh, je pense que l'inspiration pour le titre est venue en 2020, pendant la Covid. Mais je ne savais pas que ça allait être le OK. titre. Parce que ce livre, comme je l'ai commencé au mois de février de cette année. Ce que la Covid nous a démontré, c'est que quand l'événement
qui atteint à la vie de George Floyd et qui dit je ne peux pas respirer, la Terre entière en ce moment-là vit la COVID. Et la COVID attaquait le système respiratoire. Oui, Donc tout le monde, à travers le vraiment. monde, était dans une situation où l'image et l'idée de ne pas pouvoir respirer était très présente dans nos cœurs, très présente dans nos têtes. Autour de nous, il y avait des gens qui se sont retrouvés dans des situations où ils n'arrivaient pas à respirer, qui sont morts de la COVID, qui ont eu des différentes sortes de complications liées à la COVID. Donc, dans le livre, il y a un texte que j'écris, que j'ai repris de ce que j'avais écrit en 2020, où au fait, je parle du fait que mon père aussi s'est retrouvé dans son propre moment où il ne pouvait plus respirer. OK. Mon père est décédé en 2021. En 2001, pardon, 2001. Donc il y a 24 ans. Et ce moment-là, j'étais étudiant, un peu comme toi. J'étais étudiant, j'avais 22 Le ans, mien aussi, c'est tu vois. Donc, il y a un lien que nous ne connaissions pas, mais voilà, 2001, j'ai 22 ans, ça se passe. Et en écrit, quand j'ai fini le livre et que je me posais la question de savoir quel est le pouvoir qu'on a le plus, enfin, la chose qui nous rend humains, en quelque sorte, c'est la respiration. Parce que la Bible nous dit, oui, après que Dieu ait créé, hein, il a eu le souffle de vie. Voilà. Et le souffle de vie, pour moi, c'est tout. Voilà. Le livre parle du chagrin et tout ça, mais en même temps, ce qui ressort, c'est que tu ne peux pas avoir du chagrin si tu n'as pas aimé. Les deux sont liés. hmm, C'est l'amour qui oui, crée cette situation de chagrin, mais en même temps, le chagrin, pour moi, je considère que c'est une force. Et quand j'écoute ton histoire, les personnes que tu as rencontrées qui t'ont aidé, c'est la force de ce père qui a oui. transmis qui fait que tu arrives à continuer dans ta lancée. C'est la force de mon père qui a transmis qui fait qu'il y a une personne qui décide que par amitié, par respect pour mon père, elle va m'ouvrir une porte, ainsi de suite. Tu vois? Donc, le titre en lui-même, pour moi, ça doit évoquer, tel que je l'ai écrit, je peux respirer. Quand quelqu'un dit je peux respirer, tu le dis à toi-même. Tu vois, donc le titre n'est pas tu peux respirer, le titre c'est je peux respirer. Donc c'est une affirmation à chaque fois que quelqu'un lit le titre du livre. Et je pense que c'est important pour nous de comprendre que quelle que soit la nature ou le niveau qu'on a dans la société, la respiration est l'une de ces choses qui est tout à fait fondamentale et à laquelle on a accès tous. La deuxième chose, c'est que notre capacité à aller au-delà du chagrin ou utiliser ça comme une force est quelque chose qu'on doit pouvoir apprécier. Donc c'est de là un peu que vient ce titre et cette volonté de réfléchir différemment à ces questions-là. Donc, philosophiquement, on dirait, je respire, donc je suis. Mais écoute, oui, on peut philosopher là-dessus et ça peut être aussi le titre d'un autre livre. Ça peut être le titre d'une animation. Tu vois, je peux bien imaginer une animation avec cette question de la respiration. Tu vois. Et qu'est-ce Oui, qu'elle oui. évoque? Tu vois. Et quand tu es dans un pays où il y a l'hiver, mais la respiration devient visible. Tu la vois. Hmm, Tu vois. Ce qui oui, n'est pas nécessairement quelque chose qu'on a sous les tropiques. Mais pour moi, oui, oui. c'était important. Pour le premier, de pouvoir aller vers quelque chose qui n'est pas, dirons, qu'on n'en parle pas souvent. Et pour la petite histoire, pour finir là-dessus, quand j'étais au Mexique au début de cette année et j'étais dans une retraite d'écrivain. Et il y avait un groupe de personnes dans le premier workshop sur le chagrin. Donc chacun devait se présenter et puis donner un peu sa propre expérience du chagrin. Il y a un monsieur qui se présente en disant, à chaque fois que je me présente dans des personnes que je ne connais pas et que je dis que j'ai deux filles, je sens que je ne suis pas en train, il y a quelque chose en moi qui... Quand je dis que j'ai trois filles, les gens me demandent où se trouve ma troisième fille, parce qu'une de mes filles est décédée. Donc, de toutes les OK. façons, je me retrouve dans une situation compliquée parce que
je, d'un côté, je dois expliquer que ma fille n'est plus là. De l'autre côté, si je ne la mentionne pas, j'ai l'impression que je trahis sa mémoire. Et pour moi, cette expérience de ce monsieur m'a fait comprendre, enfin, m'a mis vraiment en lumière le fait que l'une des choses que nous partageons le plus sur la Terre, c'est le chagrin. Mais par pudeur, ainsi de suite, on n'en parle pas. Donc, Ouais, le recueil de poèmes, en c'est fait, vrai. c'est de pouvoir mettre la lumière sur quelque chose que nous partageons en tant qu'humains et qui n'a ni couleur de peau, ni niveau de société, ni religion, ainsi de suite. Ça, il n'y a pas de frontière pour le chagrin. Quelle que soit la personne que tu as, un jour ou l'autre, tu le ressentiras. Et tant que ça Ouais, ne t'est pas arrivé, tu ne sais pas ce que c'est. Ce sentiment-là, il est unique. Il faut que tu passes par là pour pouvoir comprendre ce qu'il est. Donc, c'est un peu l'idée de ce recueil de poèmes, qui est mon premier. Je suis déjà en train de réfléchir à un deuxième recueil de poèmes, ou je ne sais pas si ce sera en forme de poème ou autre. Mais je pense que maintenant que le premier est sorti, je suis déjà en train de penser au deuxième, et même au troisième. Et je pense que ça doit être un peu la même chose avec toi. Avec ton premier long métrage, ta première animation, tu penses déjà au prochain qui devrait sortir. c'est Donc voilà, c'est un peu ça. exactement ça. Et en fait, j'avais une première question, mais il y a une autre question qui m'est venue en tête que je voulais vous Bien sûr, poser. vas-y. Parce que votre expérience dans le monde de la finance, moi, en tant qu'artiste, jusqu'à présent, ma vision par rapport aux gens qui sont dans le domaine des finances, c'est que j'ai l'impression que la finance snob l'art. À chaque fois, nous sommes là, on élabore des projets, des plans avec le ministère des Finances ou avec d'autres financiers qui viennent d'Europe ou d'ailleurs. Et il y a toujours cette sorte de confrontation à la fin de laquelle j'ai l'impression que le financier minimise notre travail. Parce que les arguments qui reviennent, la plupart du temps, le seul même qui revient, c'est que nous sommes dans un secteur intangible. Et lui, il se croit dans un secteur, pas qu'il se croit, c'est tangible. Lui, il se dit qu'il fait quelque chose de tangible, de pragmatique, qu'on peut toucher. Et que nous, ce que nous faisons, c'est presque de l'amusement, des choses pour lesquelles on ne devrait même pas sortir beaucoup d'argent. Alors que nous avons un secteur qui est une industrie et qui génère des milliards sous d'autres cieux. Mais surtout le financier en Afrique, je dis, pourquoi est-ce que la finance snob l'art en Afrique? Est-ce que vous auriez, bon, selon votre expérience, est-ce que Alors, vous auriez des réponses? je pense qu'il y a deux choses qui se présentent là. La Oui. première, et je pense que c'est la partie peut-être la plus facile, c'est que la finance ne snob pas l'art. Parce que tu te rends compte que beaucoup de gens qui collectionnent et qui apprécient l'art ont des moyens financiers. La question Mhm. fondamentale, c'est est-ce que nous, en tant qu'Africains, nous voulons investir dans la jeunesse africaine, dans une industrie qui est en train de se développer? Aujourd'hui, tu as Afreximbank qui a mis en place Canex. Canex qui s'occupe spécifiquement de l'industrie créative. Donc, ça veut dire qu'au niveau institutionnel panafricain, il y a quelque chose qui a bougé avec OK. l'émergence de plusieurs stars africaines qui ont une renommée internationale. Par exemple, si on prend, quand nous on grandissait, on avait Angélique Kidjo qu'on écoutait. Mais Angélique Kidjo a été l'une des pionnières. Ou si tu prends Fela Kuti, il était l'un des pionniers, Oui. ainsi de suite. Mais quand tu regardes aujourd'hui cette nouvelle génération de créateurs dans le monde de la musique, ils évoluent à un autre niveau parce Oui, qu'il y a oui. quelque chose qui a changé. Mais ça a pris pratiquement 2 générations pour qu'on arrive à un moment où, et j'espère pas qu'on va attendre 2 générations pour que les studios d'animation sortent dans cette position. La deuxième chose qui me vient en tête, c'est que quand tu parles à un banquier ou un financier, la personne à qui tu parles doit les convaincre le comité de crédit ou d'investissement sur la base de doses d'investissement qui sont devant eux. Donc, l'expertise dans l'animation certainement n'existe pas dans la banque. Donc, quand tu expliques
ton projet, la personne devant toi est en train de regarder ce projet vis-à-vis un projet d'agriculture, un projet de construction de route, un projet. Donc, il y a tous ces éléments que les métiers de la banque comprennent, les métiers de la finance comprennent. On sait calculer le retour sur investissement, on sait calculer le coût du capital, ainsi de suite. Donc, l'industrie créative est en train, au fait, de démontrer qu'il y a un vrai retour sur investissement. Donc, la question et le point que tu poses, je pense la question est fondamentale. Et si tu te rappelles, on a eu à travailler un peu là-dessus ensemble pour une levée de fonds. Et on a choisi la route de la levée de fonds Oui, participative quand oui, tu as Lomé. oui. Parce qu'il faut, au fait, avoir des mécènes, avoir des gens qui commencent à comprendre et qui sont prêts, au fait, à investir sans attendre de retour pour qu'ensuite ça puisse décoller. Donc, je pense qu'aujourd'hui, ce qu'on peut faire, c'est peut-être essayer de refaire la même chose pour pouvoir taper à différentes portes, pour voir dans quelle mesure, parce que là, tu me dis, tu as une animation qui est prête, qui est en attente de distribution. Écoute, c'est des choses sur lesquelles tu peux envoie-moi un email, je vais au moins discuter à des gens que je connais pour voir ce qui est possible là-dessus, parce que c'est important. Et je pense que cette discussion qu'on a, qui est partie sur le fait qu'on s'était connus à l'époque et que là, aujourd'hui, tu as fait la couverture du livre, écoute, ça rouvre une autre opportunité de pouvoir échanger cette question et puis de sensibiliser plus de personnes sur le travail que vous faites. Donc, voilà ce que je peux te dire par rapport à ta question. Voilà. Et l'autre chose, c'est plus un souhait. C'est plus un souhait qu'autre chose parce que aujourd'hui, dans l'industrie créative africaine, nous, les techniciens, bon, parmi nous, il y a les techniciens, il y a les créatifs. Surtout en Afrique francophone, on commet cette erreur-là de croire que nous faisons de l'art, que ce que nous faisons est culturel. Et on oublie parfois la partie industrie, alors que c'est toute une industrie. D'abord, il y a un premier problème de structuration. Nous n'arrivons pas à être bien structurés pour avoir les documents qu'il faut, pour avoir des subventions et des prêts auprès des banques. En fait, ce que je veux dire par mon souhait, c'est qu'il nous faudrait davantage des personnes de la finance qui s'intéressent à notre secteur pour mieux le comprendre afin de nous permettre de mieux élaborer nos dossiers. Parce qu'il y a deux secteurs là qui, je dirais, sont vraiment dissociables. Il y a l'industrie pour laquelle les financiers peuvent nous aider. Il y a la créativité pour laquelle nous-mêmes, on peut faire notre dossier. Mais comment faire nos dossiers pour aller vers les banques? Aujourd'hui, au Togo, toutes les structures ont ce problème. Comment rendre nos projets bancables? Comment défendre nos projets? Je pense que vous, les aînés, à un moment, si vous partez en retraite, par exemple, si vous pouvez ouvrir un cabinet pour aider les industries créatives à mieux se structurer, à avoir des dossiers qui leur permettent même d'aller en Arabie Saoudite, aux États-Unis, solliciter des fonds pour travailler. Parce que, comme vous l'avez dit, nous n'avons pratiquement pas de fonds en Afrique. Parfois, on parle de fonds qui ont été votés, mais sur 5 ans, vous n'avez rien. Aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, je ne vous mens pas, on est même sur le point de fermer. Ces jours-ci, je ne viens plus au boulot parce que plus de capital, plus de paiement, on n'a plus rien. Les commandes sont là et les jeunes, ils sont fatigués de souffrir. Après 6 mois sans paiement de salaire, personne ne peut travailler. Et là, Bien sûr. après 8 ans d'exercice, on est plus sur le point de fermer que d'ouvrir. Alors que les opportunités sont là. Elles existent. Et il y a des problèmes. Nous, en tout cas, je veux le dire, c'est notre faiblesse. Nous sommes dans l'incapacité de faire des dossiers bancables. Parce que quand nous allons défendre nos dossiers, on parle juste de l'aspect, je dirais, esthétique. Comment le graphisme va renvoyer. Comment est-ce qu'on est sûr qu'on va percer sur le marché. Mais il n'y a pas de, je dirais, comment on l'appelle, c'est les diagrammes, il n'y a pas de tableau, quelque chose de statistique pour prouver aux banquiers que nous sommes capables de, à la fin de générer des fonds. Et puis, sans se mentir, il y a ce dernier aspect qui fait que là, parfois, on est sûr, parfois, Hollywood investit des milliards dans des films et ils sont sûrs avec les algorithmes que ça va marcher, mais ça ne marche pas. Donc, il y a aussi ce côté volatile de l'art qui existe et qui met vraiment notre secteur en danger.
mais on aurait besoin davantage de l'apport des financiers, en tout cas des économistes ou des financiers, dans notre façon de faire les dossiers, de construire nos boîtes pour qu'elles soient compétitives. Écoute, le plaidoyer est plein de lucidité. Et il faut qu'on trouve une, euh, une solution, au moins une opportunité pour que tu puisses expliquer ta situation à des gens qui sont dans le domaine. Donc, laisse-moi, comme je dis, envoie-moi le message et OK, essayons de faire ce qu'on peut. Et puis, on pourra en OK. discuter aussi sur la meilleure façon de pouvoir aider le studio afin que le studio ne ferme pas. Parce que c'est quand même 8 ans d'investissement qui devraient pouvoir continuer. Qui devraient pouvoir continuer. OK. Euh, Tu as une autre question pour moi? Sinon, on peut clôturer ici. Écoute, déjà, Oui, merci encore une fois de plus avoir pris du temps. Très informatif. J'ai appris de nouvelles choses. Grand merci pour la couverture du livre qui a été faite. Et on continue ensemble. je vous remercie aussi pour l'opportunité. En tout cas, ça m'a permis aussi de discuter avec vous et d'avoir aussi, en tout cas, d'avoir plus en plus d'informations sur vous. Et en tout cas, à chaque fois que je découvre des choses sur vous, ça vous rend plus humain à mes yeux. En tout cas, rencontrer un aîné, pouvoir discuter, même si j'avais plusieurs personnes comme vous, comme ça, pas moi seul, même les jeunes comme moi qui veulent faire des choses, si on a des aînés comme vous qui ont envie de discuter, qui ont envie de comprendre les problèmes, je pense qu'on ira encore plus loin. Merci. C'est, il y a ce que nous savons sur le continent et toute l'expertise que vous représentez à travers les années d'exercice. Donc, je pense qu'à un moment donné, ces deux générations, la génération ascendante et celle qui suit, doivent se rencontrer par le biais par exemple, cette rencontre. S'il peut y avoir davantage de personnes pour qu'on puisse discuter avec vous. Je pense qu'il y a beaucoup de jeunes Togolais qui sont dans des domaines de l'art différents que le mien, mais qui voudraient discuter avec vous et avoir votre vision des choses. Parce que vous avez bourlingué, vous avez vu du monde et vous pouvez nous expliquer comment le reste du monde fonctionne, puisque nous, on n'a pas encore l'opportunité de sortir de chez nous. Avec grand plaisir. Tu as mes contacts. Tu peux me dire, je me OK, rendrai disponible pour avoir une discussion avec les jeunes. Il n'y a pas de souci. d'accord. OK. OK. Merci beaucoup. Il n'y a pas de quoi.